Le passe-muraille. Il y avait à Montmartre, au 3e étage du 75 bis de la rue d'Orchamps, un excellent homme nommé Dutilleul, qui possédait le don singulier de passer à travers les murs sans en être incommodé. Il portait un binocle, une petite barbiche noire, et il était employé de 3e classe au ministère de l'Enregistrement. En hiver, il se rendait à son bureau par l'autobus, et, à la belle saison, il faisait le trajet à pied sous son chapeau melon. Dutilleul venait d'entrer dans sa 43e année lorsqu'il eut la révélation de son pouvoir. Un soir, une courte panne d'électricité l'ayant surpris dans le vestibule de son petit appartement de célibataire, il tâtonna un moment dans les ténèbres et, le courant revenu, se trouva sur le palier du 3e étage. Comme sa porte d'entrée était fermée à clé de l'intérieur, l'incident lui donna à réfléchir. Et malgré les remontrances de sa raison, il se décida à rentrer chez lui comme il en était sorti, en passant à travers la muraille. Je m'en allais, les poings dans mes poches crevées. Mon paletot aussi devenait idéal. J'allais sous le ciel, muse, et j'étais ton féal. Oh là là, que d'amour splendide j'ai rêvé. Mon unique culotte avait un large trou. Petit poussé rêveur, j'égrenais dans ma course des rimes. Mon auberge était à la grande ourse. Mes étoiles au ciel avaient un doux froufrou. Et je les écoutais, assis au bord des routes. Ces bons soirs de septembre où je sentais des gouttes de rosée à mon front, comme un vin de vigueur, où, rimé au milieu des ombres fantastiques, comme des lyres, je tirais les élastiques de mes souliers blessés, aux pieds près de mon cœur. La neige est tombée sur Paris, pendant qu'on regardait autre part. Le lendemain, de chaque côté, de chaque rue, il y avait de grandes brioches de neige tout du long à égale distance. Elles avaient bien 2 mètres de haut. En plongeant une fourchette dedans, on en sortait comme une quenelle d'un vol au vent, une 2 chevaux, une 403, quelquefois rien, l'auto avait été volée. Parfois, une dame âgée, un prêtre nijambiste, une petite fille, un sergent de ville, un chien qui faisait pipi, un sous-préfet près du pont de Bercy. Devant la closerie des Lilas, il y avait un grand cône de neige, une espèce de pain de sucre immense. Il en sortait une épée de bronze. En tirant dessus, on eût extrait le maréchal Ney comme les racines d'une incisive. La lecture est pour nous l'initiatrice dont les clés magiques nous ouvrent au fond de nous-mêmes la porte des demeures où nous n'aurions pas su pénétrer. Son rôle dans notre vie est salutaire. Il devient dangereux au contraire quand, au lieu de nous éveiller à la vie personnelle de l'esprit, la lecture tend à se substituer à elle, quand la vérité ne nous apparaît plus comme un idéal que nous ne pouvons réaliser que par le progrès intime de notre pensée et par l'effort de notre cœur, mais comme une chose matérielle, déposée entre les feuilles des livres comme un miel tout préparé par les autres, et que nous n'avons qu'à prendre la peine d'atteindre sur les rayons des bibliothèques et de déguster ensuite passivement dans un parfait repos de corps et d'esprit. Phileas Fogg était membre du Reform Club, et voilà tout. Ce Phileas Fogg était-il riche ? Incontestablement. Mais comment avait-il fait fortune ? C'est ce que les mieux informés ne pouvaient dire, et Monsieur Fogg était le dernier auquel il convint de s'adresser pour l'apprendre. En tout cas, il n'était prodigue de rien, mais non avare, car partout où il manquait un appoint pour une chose noble, utile ou généreuse, il l'apportait silencieusement et même anonymement. En somme, rien de moins communicatif que ce gentleman. Il parlait aussi peu que possible et semblait d'autant plus mystérieux qu'il était silencieux. Cependant, sa vie était à jour, mais ce qu'il faisait était si mathématiquement toujours la même chose que l'imagination, mécontente, cherchait au-delà. Avait-il voyagé ? C'était probable, car personne ne possédait mieux que lui la carte du monde. Il n'était d'endroit si reculé dont il ne parut avoir une connaissance spéciale. Quelquefois, mais en peu de mots, brefs et clairs, il redressait les 1000 propos qui circulaient dans le club au sujet des voyageurs perdus ou égarés. Il s'appelait Loulou. Son corps était vert, le bout de ses ailes roses, son front bleu et sa gorge dorée.
Mais il avait la fatigante manie de mordre son bâton, s'arrachait les plumes, éparpillait ses ordures, répandait l'eau de sa baignoire. Madame Aubin, qui l'ennuyait, le donna pour toujours à Félicité. Elle entreprit de l'instruire. Bientôt, il répéta « Charmant garçon, serviteur, monsieur, je vous salue Marie ». Il était placé auprès de la porte et plusieurs s'étonnaient qu'il ne répondît pas au nom de Jacot, puisque tous les perroquets s'appelaient Jacot. On le comparait à une dinde, à une bûche, autant de coups de poignard pour Félicité. Étrange obstination de Loulou, ne parlant plus du moment qu'on le regardait. Néanmoins, il cherchait la compagnie, car le dimanche, pendant que ces demoiselles Rochefeuille, monsieur de Houppeville et de nouveaux habitués, Onfroy l'apothicaire, monsieur Varin et le capitaine Mathieu faisaient leur partie de cartes, il cognait les vitres avec ses ailes et se démenait si furieusement qu'il était impossible de s'entendre.